Chers étudiants, bonjour. Durant la séance précédente, nous avons présenté le système de contrôle des finances publiques comme étant la dernière étape dans la procédure budgétaire. Procédure qui comprend entre autres et respectivement l'élaboration, l'adoption et l'exécution des lois de finances. Après avoir présenté cette procédure budgétaire, on va réserver la séance d'aujourd'hui à la présentation des principaux caractères des finances publiques marocaines. Des caractères aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses publiques. Bien sûr, chaque pays a des finances publiques et les finances publiques peuvent présenter des caractères qui sont particuliers au pays en question. Alors, ces caractères vont concerner aussi bien les recettes que les dépenses publiques. Mais bien sûr, il est préférable au départ de rappeler la place du budget sur différents plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier et sur le plan territorial. Cette présentation de la place du budget dans l'économie nationale sera faite à travers trois points essentiels. Ceci pour dire que le budget joue un rôle moteur dans une économie quelconque. Donc on va l'argumenter à travers trois points. Le premier point, c'est que le budget constitue un miroir qui reflète l'équilibre des forces entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, un équilibre des forces entre le Parlement et le gouvernement. Cet équilibre apparaît notamment à travers l'étendue de la marge de manœuvre dont dispose le Parlement pour amender le projet de loi de finances présenté par le gouvernement. Donc la question ici est la suivante. Dans quelle mesure le Parlement peut-il apporter des modifications au projet de loi de finances présenté par le gouvernement? Dans quelle mesure peut-il introduire des changements dans les dépenses publiques qui sont prévues par le projet et aussi dans les recettes publiques? Et c'est pour cette raison que le budget et la loi de finances constituent un miroir qui reflète cet équilibre si vous voulez, de force, ou qui reflète le rapport de force entre, d'un côté, le Parlement et de l'autre, le gouvernement. Deuxième point, le budget représente une traduction fidèle de la politique gouvernementale. Donc, cette politique transparaît à travers l'analyse d'un certain nombre de données budgétaires. Donc, pour avoir une idée sur la politique gouvernementale, il faut se référer à la loi de finances, au budget de l'État, se référer à certaines données budgétaires, parmi lesquelles, on peut citer la structure des ressources et des charges. C'est ce qu'on va faire présenter et analyser durant cette séance. Première donnée, c'est la structure des ressources et des charges. Deuxième donnée, le mode de répartition des prélèvements sur les différentes composantes de l'économie nationale. Donc, est-ce qu'on va taxer plus les revenus? Est-ce qu'on va taxer plus les profits, les salaires? Est-ce qu'on va taxer plus le secteur A, le secteur B, etc. Troisième donnée budgétaire qui reflète et qui est susceptible de refléter la politique gouvernementale, c'est le mode de répartition des crédits entre les différents secteurs d'activité économique, sociale, culturelle et autres. Troisième point, le budget comporte des conséquences directes et indirectes
sur la situation économique, financière, sociale et sur l'équilibre territorial. Nous devons rappeler ici que les finances publiques constituent l'instrument de taille de la politique budgétaire, politique qui se résume à un ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics pour atteindre un ensemble d'objectifs. C'est pour cette raison que le budget comporte des effets qui peuvent être directs, indirects, touchant différents domaines. L'économie, la finance, la société, même les territoires. Alors, à titre d'exemple, on peut présenter les effets sur les différents plans que nous avons cités. D'abord, sur le plan social, que permet le budget? Alors, quel est le rôle du budget sur le plan social? On vient de dire que le budget ou la loi de finances, qui est l'instrument de la politique budgétaire, a des impacts directs, indirects sur différents plans. Alors, sur le plan social, que permet le budget? Le budget, premièrement, est un instrument de redistribution des richesses par le biais d'un ensemble de mécanismes, dont notamment les prélèvements fiscaux. Deuxièmement, le budget, c'est un moyen de traduction effective de la solidarité nationale, de laquelle nous avons besoin dans certaines conjonctures, comme la conjoncture à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est un moyen de traduction effective de la solidarité nationale sur le terrain à travers l'amélioration des conditions de vie des couches déshéritées, de la population, en utilisant le relèvement des revenus, mais aussi l'élargissement de l'accès de la population aux services et aux équipements de base. Alors, voilà, sur le plan social, donc il y a des impacts indiscutables. Donc, sur le plan social, on peut donner les exemples suivants qui sont tirés de la loi de finances et surtout des comptes spéciaux du Trésor. En matière de solidarité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons par exemple le fonds d'appui à la cohésion sociale. La loi de finances 2020 lui a réservé 3 milliards de dirhams. Nous avons le fonds de solidarité, habitat et intégration urbaine. La même loi lui a réservé 2 milliards de dirhams. Nous avons aussi le fonds de soutien à l'INDH. On lui a réservé cette année, c'est-à-dire pour l'année 2020, 3 milliards 100 millions de dirhams. Nous avons aussi le fonds d'entraide familiale, 160 millions de dirhams. Et enfin, par rapport à la conjoncture actuelle, les pouvoirs publics ont créé le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Donc vous voyez là que le budget est un instrument central en matière d'intervention au niveau social. Maintenant, sur le plan économique et sur le plan territorial, le budget permet, premièrement, l'encouragement de certaines activités à travers des ajustements tarifaires au niveau de la douane ou des impôts pour réduire les coûts des facteurs. L'encouragement, c'est aussi à travers l'orientation des investissements de façon plus prononcée vers des zones ou des secteurs déterminés dans le but d'établir un certain équilibre sectoriel et spatial. Donc on peut faire en sorte que les investissements soient orientés vers des secteurs particuliers ou vers des régions particulières, pour qu'il y ait un équilibre entre les secteurs, mais aussi un équilibre entre les territoires. Donc ici, on peut donner l'exemple des stratégies sectorielles, stratégies qui reflètent les orientations
générale de la politique gouvernementale, qui reflète aussi les choix opérés par les autorités publiques. Donc on a dit, sur le plan économique et territorial, la recherche de l'équilibre est fondamentale. Et deuxièmement, à travers cette intervention sur le plan économique et territorial, le budget permet l'atténuation des répercussions des variations économiques à caractère conjoncturel ou cyclique, à travers une série d'actions telles que le renforcement de l'offre par l'incitation aux investissements productifs ou l'encouragement de la demande par le biais de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages grâce à des relèvements de salaire ou l'allègement des charges fiscales. Donc, non seulement sur le plan économique, on cherche territorial, donc sur le plan économique et territorial, on cherche un certain équilibre, mais aussi on essaie d'atténuer les effets de variations conjoncturelles. Alors, l'impact est aussi sur le plan du financement de l'économie. Il est sur le plan social, sur le plan économique territorial, mais aussi sur le plan financier. L'impact apparaît aussi sur le plan financier. Cet impact est lié surtout au mode de couverture du besoin de financement de l'État, au mode de financement du déficit budgétaire. Ce mode de financement n'est pas sans répercussion sur le marché financier et le niveau des taux d'intérêt en particulier. En effet, le recours du Trésor au marché monétaire pour financer le déficit budgétaire est de nature à dynamiser le marché monétaire à travers les adjudications des bons de Trésor. Donc, l'État peut recourir au marché monétaire pour financer son déficit budgétaire. C'est un financement interne du déficit budgétaire par la technique des adjudications. Les adjudications des bons du Trésor. Donc ça, c'est bien, mais dans certaines situations, un recours excessif du Trésor à l'endettement sur le marché intérieur peut accentuer la pression sur les ressources financières disponibles et réduire en conséquence les possibilités de financement laissées à la disposition du secteur privé. Donc, réduire ces possibilités de financement, ce qui peut favoriser la hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est le lien entre financement du déficit budgétaire et taux d'intérêt est un lien étroit. Donc, un lien qui a été analysé par un ensemble d'écoles de pensée, un ensemble de courants de pensée économique. Il y a parfois même une opposition entre ces différents courants de pensée quant à l'effet produit par le recours de l'État au financement intérieur du déficit budgétaire. Donc voilà, au départ, nous avons montré la place du budget sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan territorial, mais aussi sur le plan social. Pour conclure et dire que le budget reste un instrument privilégié en matière d'interventionnisme public. On va passer au deuxième point. Et donc, pour s'approcher aussi des traits caractéristiques des finances publiques marocaines, nous allons analyser la structure des recettes publiques. Donc, les recettes publiques, donc, on l'a déjà souligné durant la séance précédente, les ressources de l'État sont précisées dans l'article 11 de la loi organique relative à la loi de finances. Ces recettes sont réparties en deux grandes catégories. Il y a les ressources ordinaires qu'on va examiner durant cette séance et il y a les produits des emprunts qu'on évoquera lors de la séance prochaine. Donc, pour couvrir ces dépenses, pour financer les dépenses publiques, l'État mobilise un ensemble de ressources publiques. Il y en a deux grandes catégories. Il y a les ressources ordinaires et les ressources exceptionnelles, si on veut. Ce sont les recettes
d'emprunt. Alors, en quoi consistent les ressources ordinaires? De quoi se composent les ressources ordinaires? Les ressources ordinaires se composent de deux grandes catégories. Il y a les recettes dites fiscales et, deuxièmement, les recettes non fiscales. Donc, ce qui fait partie de l'impôt rentre dans cette catégorie de recettes fiscales. Le reste est classé dans les recettes non fiscales. Alors, pour les recettes fiscales, ces recettes se composent des éléments suivants. Des impôts directs, tels que la taxe professionnelle, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, mais aussi les majorations de retard. Les majorations de retard font partie, sont classées, selon les statistiques publiées par le ministère des Finances, sont classées dans la catégorie impôts directs. Deuxième catégorie de recettes fiscales, les impôts indirects. Il s'agit des taxes intérieures de consommation, telles que les taxes sur les produits énergétiques et sur les tabacs manufacturés. Donc il y a les TIC, les taxes intérieures de consommation, et la TVA, aussi bien la TVA à l'intérieur qu'à l'importation. Donc il y a les impôts directs, les impôts indirects. Troisième catégorie de recettes fiscales, il y a les droits de douane. Et la quatrième catégorie, c'est l'ensemble des droits d'enregistrement et de timbre. Alors, les recettes ordinaires comprennent à la fois les recettes fiscales, donc un ensemble d'impôts, mais aussi les recettes non fiscales. De quoi se composent les recettes non fiscales? Alors, les recettes non fiscales se composent des éléments suivants. Il y a les produits de monopole et de participation financière de l'État dans un ensemble d'établissements et d'entreprises publiques telles que Banque El Maghrib, la Banque centrale, telles que Maroc Télécom, l'OCP, etc. Donc ce sont des établissements qui permettent des recettes transférées au budget de l'État. Deuxième élément des recettes non fiscales, il y a les recettes de privatisation des entités publiques. Les recettes de privatisation des entités publiques. Parfois, l'État recourt au transfert d'entreprises publiques au secteur privé à travers leur vente, leur cession. Par exemple, pour la loi de finances 2020, on prévoit des recettes d'environ 3 milliards de dirhams. Troisième élément, les produits du domaine. Donc les recettes qui proviennent des produits du domaine, tels que les revenus des immeubles domaniaux. Donc c'est un exemple qu'on peut citer. Et enfin, vous avez les autres recettes qui se composent de fonds de concours. On en a parlé précédemment. Des recettes en atténuation des dépenses de la dette, de la redevance gazoduc et des recettes diverses des différents ministères. Donc voilà l'architecture des ressources dont dispose l'État et surtout les recettes ordinaires. On a dit les recettes ordinaires se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Maintenant, on va analyser la structure des recettes ordinaires pour émettre un ensemble de constats. Donc en analysant ces recettes ordinaires qui se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales, on peut dégager les caractères suivants. On peut dégager les constats suivants. Les recettes fiscales représentent 92,2% des recettes ordinaires, donc c'est un pourcentage qui est relatif à la loi de finances 2020, donc 92,2% proviennent des recettes fiscales, le reste provient des recettes non fiscales, soit 7,8%. D'où la prépondérance des recettes fiscales dans les recettes ordinaires publiques. Ça, c'est un.
Donc les recettes fiscales représentent la ressource la plus importante pour couvrir les dépenses publiques. Mais à côté de cette remarque, on peut ajouter qu'il y a une contribution presque égale des impôts directs et des impôts indirects aux recettes fiscales. Donc, les impôts directs concourent presque de la même façon que les impôts indirects au financement des dépenses publiques. Il y a des impôts directs représentent 45% des recettes fiscales, les impôts indirects 43,5% de ces recettes, des recettes fiscales, les droits de douane 4,5% et les droits d'enregistrement et de timbre 7%. Donc on constate ici que la ressource la plus importante sur le plan fiscal provient des impôts directs et des impôts indirects. Donc voilà, en examinant les recettes publiques, nous avons précisé que les recettes sont réparties en deux grandes catégories, les recettes ordinaires et les recettes d'emprunt. Les recettes ordinaires se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Les recettes fiscales représentent la ressource la plus importante en matière de financement des dépenses publiques. On va passer au troisième point, l'analyse des dépenses publiques et les principaux constats qu'on peut faire en analysant ces dépenses publiques. Alors, les dépenses publiques ont été précisées dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi organique relative à la loi de finances. L'article 12 dispose que les charges de l'État comprennent les dépenses du budget général, les dépenses des segments et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Selon l'article 13 de la loi organique relative à la loi de finances, les charges du budget général comprennent, on va ici s'intéresser au budget général, ces charges comprennent trois éléments. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. Donc il y a le fonctionnement, l'investissement, il y a la dette publique, selon l'article 13. Donc on verra tout à l'heure quelle est la rubrique la plus importante dans les dépenses publiques au Maroc. Dans le corps de la loi de finances 2020 et les statistiques publiées aussi bien par le ministère chargé des Finances et par la Trésorerie générale du Royaume, les dépenses publiques relatives au budget général de l'État s'élèvent à environ 330 milliards de dirhams. Environ 330 milliards de dirhams qui sont répartis en deux grandes catégories. Il y a les dépenses ordinaires, 250 milliards à peu près de dirhams, et les dépenses d'investissement qui s'élèvent dans la loi de finances 2020 à 78 milliards de dirhams. Donc, lorsqu'on se réfère au budget général de l'État, les dépenses publiques comprennent d'abord les dépenses ordinaires, ensuite les dépenses d'investissement. Alors, de quoi se composent les dépenses ordinaires, qui représentent la partie la plus importante dans les dépenses publiques? Les dépenses ordinaires se composent selon le corps de la loi de finances, si on se réfère à la loi de finances 2020, des dépenses de fonctionnement, en particulier les dépenses de personnel, c'est les dépenses qui sont afférentes au paiement de salaire aux fonctionnaires, et bien aussi les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses de matériel, les dépenses de subventions, remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Donc les dépenses ordinaires comprennent les dépenses de fonctionnement,
qui, à leur tour, comprennent un ensemble de sous-éléments, dont notamment les dépenses personnelles, les dépenses de matériel, les dépenses de subventions, il ne faut pas les oublier. Les dépenses ordinaires comprennent, à côté des dépenses de fonctionnement, les dépenses au titre des intérêts et commissions de la dette. C'est dans cette rubrique que l'on comptabilise les dépenses qui sont liées au paiement des intérêts et commissions de la dette, comme on va le voir durant la séance prochaine, la dette qui se constitue suite au recours à l'emprunt. La dette qui se constitue suite au recours à l'emprunt, qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur. Dans le bulletin mensuel des finances publiques émis par la TGR, les dépenses ordinaires sont réparties comme suit. Il y a biens et services qui comprennent les dépenses de personnel et de matériel, et il y a les dépenses au titre des intérêts et des commissions de la dette, il y a aussi les dépenses de subventions et les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Lorsqu'on parle de dépenses ordinaires, il y a ces rubriques-là. Biens et services, c'est personnel, matériel, il y a les dépenses relatives aux intérêts et aux commissions de la dette, les dépenses de subventions, et puis une rubrique, c'est remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Alors, on va analyser la structure des dépenses globales du budget général de l'État, donc les dépenses globales qui comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses d'investissement. Les dépenses ordinaires qui se composent d'un ensemble de rubriques, biens et services, dépenses au titre de la dette, dépenses de subventions et les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Alors, en analysant la structure des dépenses globales, des charges globales du budget général de l'État, on peut émettre les constats suivants. D'abord, les dépenses ordinaires représentent 76% des dépenses totales du budget général de l'État. Quand je dis dépenses ordinaires, c'est les dépenses de fonctionnement, mais aussi les dépenses relatives à la dette et les dépenses de subvention. Donc 76% des dépenses générales, des dépenses globales de l'État sont des dépenses ordinaires. Les dépenses d'investissement représentent presque le 1/4, 24% des dépenses totales du budget général de l'État. Alors, en revenant aux dépenses ordinaires et à la structure des dépenses ordinaires, on peut relever les remarques suivantes. Premièrement, la rubrique des biens et services, qui comprend les dépenses personnelles et de matériel, représente 80% des dépenses ordinaires. 80% des charges publiques sont orientées vers le personnel et le matériel. Les dépenses de personnel constituent près de 70% des dépenses en biens et services. Et les dépenses de la dette, au titre des intérêts de la dette intérieure et extérieure, représentent 11% environ des dépenses ordinaires. Un autre constat, c'est que les dépenses de compensation représentent 6% environ des dépenses ordinaires. Ces statistiques, ces pourcentages sont relatifs à la loi de finances 2020. Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux représentent 3% environ des dépenses ordinaires. Alors, concernant les dépenses relatives aux intérêts de la dette publique, alors il y a la dette publique intérieure et la dette publique extérieure. Ici, il s'agit des dépenses relatives aux intérêts au titre de la dette publique, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Les intérêts au titre de la dette intérieure représentent 84% du total des intérêts. Les intérêts au titre de la dette extérieure représentent 16% du total des intérêts. D'où l'importance de la dette intérieure relativement à la dette extérieure dans le financement du déficit budgétaire au Maroc. Il reste les dépenses de subvention qui constituent un instrument de politique économique visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages nécessiteux. Les dépenses de compensation concernent le gaz butane, le sucre et un contingent de blé
tendre. Donc on en a déjà parlé. Dans les dépenses ordinaires, on trouve aussi les dépenses de compensation. Les dépenses de compensation sont des dépenses qui permettent de soutenir le pouvoir d'achat des ménages à bas revenus, en principe. Il faut noter que depuis la réforme du système de compensation et donc la décompensation des carburants en 2015, les dépenses de subvention se sont considérablement allégées pour se situer aux environs de 14 milliards de dirhams durant les 5 dernières années. Rappelons que la charge de compensation a atteint son paroxysme en 2012, avec plus de 56 milliards de dirhams. Donc l'État fournissait un effort important pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Mais cet effort se soldait par un accroissement considérable des dépenses publiques provenant de l'accroissement des dépenses de compensation. Donc la charge de compensation se situait entre 29 et 56 milliards de dirhams durant la période allant de 2009 à 2014. Donc il fallait réformer la caisse de compensation. Cette réforme a permis de soulager considérablement les finances publiques et d'offrir les moyens nécessaires à l'expansion d'une politique sociale mieux ciblée. Donc on voit que une des rubriques des dépenses publiques a fait l'objet d'une réforme pour assainir les finances publiques, mais aussi pour permettre la maîtrise des dépenses publiques. Alors, nous venons d'examiner la structure des dépenses publiques. Nous avons dit que les dépenses publiques sont des dépenses qui sont réparties en deux grandes catégories, les dépenses ordinaires et les dépenses d'investissement. On a vu que dans les dépenses ordinaires, il y a les dépenses de fonctionnement, les dépenses relatives à la dette publique, mais aussi les dépenses relatives à la compensation. Nous avons dit que l'allègement des charges publiques a nécessité une réforme très importante, c'est la réforme de la caisse de compensation, la réforme du système de compensation. Alors, pour conclure, on dira que l'examen des chiffres relatifs aussi bien aux recettes publiques qu'aux dépenses publiques nous permet de dégager les caractéristiques suivantes des finances publiques marocaines. Premièrement, l'importance des recettes fiscales dans la couverture des dépenses publiques. Deuxièmement, la prépondérance des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales. Troisièmement, une certaine maîtrise des dépenses de compensation suite à la réforme du système de subvention des prix des produits de première nécessité, dont notamment le blé tendre, le sucre et le gaz butane. Maîtrise qui a permis de réduire considérablement le déficit budgétaire. Quatrième caractéristique, l'incapacité des recettes ordinaires à financer les dépenses publiques. Donc les recettes ordinaires ne permettent pas de financer les dépenses publiques. D'où, et c'est la cinquième caractéristique, la présence d'un déficit budgétaire à financer à travers le recours à l'endettement aussi bien interne qu'externe. La séance prochaine sera consacrée à une thématique importante en matière de finances publiques, à savoir 1. Le déficit budgétaire, 2. Ses modalités de financement et la problématique de la dette qui sera le troisième point qu'on examinera la séance prochaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.